C'est l'heure du second débat de ce Sens Public consacré à ce 13 octobre 2025, entrée dans l'histoire, date à laquelle les derniers otages israéliens vivants ont été libérés par le Hamas après 738 jours de détention, de torture physique et mentale. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Israël. Est-ce vraiment une paix durable qui commence? Avant d'en débattre, le récit de cette journée avec Flora Sauvage. Scène de liesse, place des otages à Tel Aviv, à l'annonce de la libération des 20 derniers Israéliens retenus depuis 2 ans à Gaza par le Hamas. Selon l'accord de cessez-le-feu, près de 2000 Palestiniens doivent être libérés en échange. Cette libération, c'est grâce à notre lutte, grâce au fait que la population est descendue dans les rues et sur les places. Nous avons apporté une contribution énorme à la libération des otages et bien sûr à celui qui tire les ficelles, Trump. Un peu plus tôt dans la matinée, le président américain est arrivé à bord d'Air Force One en Israël, accueilli par le président de l'État hébreu et son premier ministre Benjamin Netanyahou. Ovationné de longues minutes par les députés de la Knesset, Donald Trump a salué le début d'une nouvelle ère au Moyen-Orient. C'est le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu. C'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Qualifiant Donald Trump de meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entrevoit de nouveaux traités de paix avec des pays arabes grâce au président américain. En tant que Premier ministre d'Israël, j'adresse une main tendue à tous ceux qui aspirent à la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël. Plusieurs bus transportant des prisonniers libérés par Israël sont arrivés dans le sud de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de Palestiniens déplacés par la guerre ont regagné le nord du territoire palestinien à la faveur du cessez-le-feu. Et on se demande si cette paix peut durer. La paix pour combien de temps? Voilà le titre de notre débat avec Didier Billon. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et auteur de ce livre Géopolitique des mondes arabes aux éditions Erol. Alain Dikoff, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Vous avez dirigé ce livre Radicalité religieuse au cœur d'une mutation mondiale, ouvrage collectif donc paru chez Albin Michel. Et puis je signale aussi votre tribune parue ce week-end dans Le Monde. En Israël, l'après-guerre mettra clairement Benjamin Netanyahou et son gouvernement sur la sellette. Ce sera évidemment une des questions qu'on va se poser dans ce débat. On est également en duplex de Tel Aviv avec Valérie Abécassis. Bonsoir, bienvenue Valérie. Vous êtes journaliste, vous avez publié, autrice de La Place des otages aux éditions du CERF, et vous êtes justement sur cette place des otages à Tel Aviv. Et Anne-Charlène Bézina, évidemment, est restée à mes côtés, éditorialiste politique. On va démarrer sur cette libération des otages, fin d'un cauchemar pour leurs familles, peut-être aussi pour la société israélienne dans son ensemble. Est-ce que c'est aussi, Didier Billon, une première étape vers la paix, ou est-ce que vous êtes particulièrement prudent à l'instant T? À l'instant T, je reste très prudent. Oui. Bon, tout d'abord, il y a évidemment le soulagement, la joie qu'on éprouve tous, et tout particulièrement les familles, non seulement des otages qui ont été libérés, mais aussi, comme la photo l'indique, des prisonniers politiques palestiniens. Donc c'est une date extrêmement importante et on doit s'en féliciter. Cela fait presque 2 ans qu'on attendait ce moment. Donc ça, c'est une bonne et très positive nouvelle. Par ailleurs, tout commence maintenant, si je puis dire. Et là, ça va être une autre paire de manches. J'entends beaucoup de commentaires depuis ce matin qui ont l'air en situation non seulement de joie intense, mais d'optimisme, à mon avis, pas tout à fait mesuré. Nous savons que les obstacles vont être très difficiles à lever. Oui. Le discours du président Trump ne me paraît pas aller tout à fait dans le bon sens. Le fait que le Premier ministre israélien Netanyahou ait décidé au dernier moment de ne pas se rendre à Sharm el-Sheikh en Égypte n'est pas un bon indicateur. Alors, il ne faut pas le surinterpréter non plus, mais tous ces éléments m'indiquent que, évidemment, tout commence maintenant et que, pour terminer, le plan Trump en 20 points reste tellement flou par la plupart de ses aspects
qu'à mon avis, la tâche va être infiniment compliquée et difficile et que des résistances vont se manifester tant du côté israélien que du côté du Hamas, pour parler clair. Évidemment, et on va détailler ce plan tout à l'heure, on y reviendra, ce qui se passe à Sharm el-Sheikh en ce moment. On apprend à l'instant que les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et la Turquie signent une déclaration sur Gaza, mais on attend encore, c'est vraiment l'urgent de nos confrères de l'agence France-Presse, on attend encore un peu plus de détails sur le contenu de cette déclaration. Vous reviendrez tout à l'heure, Anne Charlane, sur le discours de Donald Trump devant la Knesset et tout ce qu'il portait de symboles et d'emphase à la manière de Donald Trump. Mais restons peut-être d'abord sur cette journée de libération des otages d'un côté, de près de 2000 prisonniers palestiniens de l'autre. Côté société israélienne, Alain Dikoff, c'est à la fois de la joie et de la tristesse mêlée. On peut analyser ça comme ça ? Quand même, évidemment, un soulagement certain. Parce que l'épisode tragique qui s'est ouvert le 7 octobre 2023, il est clos dans le sens où les derniers otages vivants rentrent. Malheureusement aussi, des otages qui sont morts. Bien Donc sûr. Ça, évidemment, ça ne peut pas être une joie totale, loin de là, puisqu'il y a quand même des familles qui vont récupérer des corps et rien de plus. Donc ça, c'est évidemment positif, et je serai un peu sur la même ligne que Didier Billon. En même temps, la suite, elle va être extrêmement compliquée. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bouder notre plaisir aujourd'hui, mais je dirais qu'il ne faut pas aller trop loin dans le sens où, pour moi d'ailleurs, les 20 points de Trump, ça n'est pas vraiment un plan de paix. C'est trop vague pour être un plan de paix. C'est surtout un plan de sortie de crise. Là, il est relativement précis, c'est-à-dire le cessez-le-feu, la mise en place d'une autorité administrative palestinienne. On y reviendra en détail là-dessus. Ce genre de choses, ça c'est précis. Le reste, c'est très vague. Il n'y a pas un mot sur la colonisation de la Cisjordanie. Évidemment, sur l'État palestinien, c'est encore plus vague. Donc, oui, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Il faut être prudent, en effet, et en tous les cas, pas prendre ses désirs pour des réalités. Après ces 2 années d'horreur, comment réparer les vivants ? C'est la question que se posait la philosophe et rabbin Delphine Orvilleur. C'était sur France Inter ce matin. On écoute un extrait. Les gens qu'on s'apprête à retrouver, j'espère, aujourd'hui, sont des gens qui sont devenus, pour beaucoup de gens autour de moi, comme des membres de leur famille. Vous voyez, en cet instant, je vois leur visage, leur nom. Je pense à Nimrod Cohen, à ses parents, Yehuda et Vicky, qui sont des gens extraordinaires. Je pense à Itzik, le papa d'Ethan Horn. Je pense à Enav, la maman de Matan Sankover, qui a été comme une lionne, une maman lionne qu'on a vue à toutes les manifestations depuis 2 ans. Et je pense à Yuli et Emma, qui sont les 2 petites filles de David Kuno. Elles avaient été aussi kidnappées puis relâchées il y a 2 ans. Et je pense à ce moment où elles vont retrouver un papa peut-être sans le reconnaître, sans savoir qui il est après 2 ans. Depuis ce matin, j'arrête pas de penser à ce titre d'un livre célèbre qui s'appelle « Réparer les vivants ». Et je me dis que c'est exactement ce dont on a tous besoin. On se pose la question de comment on va réparer les vivants, ceux qui reviennent, comment on va réparer les vivants, ceux vers qui personne ne revient, ou peut-être simplement des corps. Comment est-ce qu'on va se réparer, nous ? Comment est-ce qu'on va tous se réparer de ce qui nous est arrivé ? Et je me tourne une première fois vers Valérie Abécassis, qui est donc place des otages à Tel Aviv. Comment réparer les vivants ? C'est aussi à cette question que la société israélienne va devoir répondre. C'est une nouvelle ère qui démarre. Écoutez, comment réparer les vivants ? Voilà, il faut écouter ce qui se passe là, la liesse. Devant moi, il y a peut-être 200, 300 personnes qui sont en train de chanter, en train de danser, parce que ce soir, c'est la fête de Simchat Torah. Je voudrais dire 2 choses par rapport à ce que vient de dire une personne qui est sur votre plateau. Ce pas des prisonniers politiques qui ont été libérés, ce sont des prisonniers palestiniens qui ont beaucoup de sang sur les mains. Je vous rappelle quand même que pour la libération de Gilad Shalit, on a libéré Mohamed Sinwar, et c'est lui l'architecte de ce qui s'est passé, de ces massacres du 7 octobre. Moi, j'ai une petite fille ici, parmi les terroristes qu'on a libérés, ou les prisonniers politiques, comme dit votre interlocuteur, qu'on a libérés. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, il y aura quelqu'un qui va mettre en danger ma petite fille. Puis je voudrais dire aussi que si Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d'Israël, n'a pas été à Sharm el-Sheikh, peut-être aussi c'est parce que c'est fête. C'est la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. Il y a 2 ans, pendant cette fête, il y a eu ce fameux massacre. Et peut-être qu'il est, voilà, pour des raisons de pratique, j'en sais rien, je ne suis pas chez lui. Je veux juste vous dire aussi que
depuis ce matin, 7 heures, et même la nuit, il y a des gens qui dorment ici, il y a une ferveur, il y a une folie, il y a une extraordinaire unité que je souhaite à n'importe quelle démocratie. Les drapeaux, les chants, les chansons, tout est exceptionnel de ce qui se vit ici. Et donc, quand vous parlez de réparer, je pense que effectivement, à partir de demain, après-demain, dans une semaine, on va regarder dans la cendre les cimentes, ce qui nous est arrivé, et que on va voir ces milliers de paralysés, ces milliers d'handicapés mentaux ou d'handicapés physiques, ces enfants. Je pense à la petite Emily Cohen qui a été tuée à moins de 10 mois. Je pense aux enfants Bibas, je pense à Yarden Bibas qui a vu sa femme, le corps de sa femme. Ils se sont trompés de cercueil. Les enfants dans des cercueils. Je pense à tous ces gens qui vont se réparer, qui sont à la fois heureux et qui sont à la fois extrêmement malheureux. Donc c'est la force de ce pays, c'est la force de l'histoire du peuple juif et de ce pays, Israël, depuis 1948. Il y a eu des attaques, il y a eu des attentats, jamais comme celle-ci, mais ils vont se préparer. Voilà. Aussi, mais d'ailleurs vous aurez l'occasion d'en parler, je crois aussi qu'il va falloir aussi que la société israélienne regarde ce qui s'est passé à Gaza depuis 2 ans, et ça aura forcément des répercussions au sein de la société israélienne, mais j'aurai l'occasion de vous donner la parole là-dessus, et notamment sur le destin politique et peut-être judiciaire d'un Premier ministre comme Benyamin Netanyahou. J'accueille Maya Kadra, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à la revue politique et parlementaire et spécialiste du Moyen-Orient. Peut-être un mot, ensuite on va parler du discours de Donald Trump, mais un mot de cette journée, du sentiment qui domine ce soir en Israël, vous qui êtes en contact évidemment avec la société israélienne. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Avec les deux bords d'ailleurs, avec le bord palestinien, avec plein d'amis à Bethléem, des confrères aussi à Tel Aviv qui couvraient à partir de la place des otages. Il y a eu une liesse généralisée. Côté palestinien aussi. Alors, je commence par le côté israélien avec la libération des otages. Il y a une joie vraiment qui a été contagieuse, qui a été partagée dans tous les pans de la société israélienne. C'était vraiment le point d'achoppement qui compliquait toute solution politique, tout cessez-le-feu nécessaire, qui est devenu de plus en plus urgent et nécessaire. Et ça y est, les gens sont soulagés. Côté palestinien, c'est un peu différent. On n'a pas le même paysage de la population soudée. On a vu qu'il y avait beaucoup de règlements de compte, malheureusement, hélas. Il ne reste plus beaucoup de choses du Hamas, mais il y a quand même une centaine de combattants qui ont assassiné de sang-froid certains Palestiniens qui s'opposent à leur politique, qui se sont dans le passé aussi opposés à leur gestion de la bande de Gaza. On les a traités de traîtres, on les a traités de sionistes aussi, et on a quand même passé quand, ça assisté. Ça, c'était entre hier et aujourd'hui. Et donc, ces règlements de compte, ils sont très, très inquiétants, d'autant plus qu'ils ont visé des membres du clan Dougmouche, qui, lui, est un clan, ou bien plutôt une famille qui est majoritaire à Gaza. C'est un énorme clan qui est plutôt positionné du côté de Rafah et le sud de la bande de Gaza. Oui, on peut dire que du côté palestinien avec le Hamas, mais du côté israélien aussi avec les ministres les plus extrémistes de Benyamin Netanyahou, il y a certainement un intérêt à ce que le plan de paix ne progresse pas. Comme promis, on ouvre un chapitre consacré à Donald Trump, avec peut-être d'abord une image, celle de cet accueil par les députés israéliens cet après-midi à la Knesset, longue ovation debout que vous voyez ici à Donald Trump, mais aussi à son envoyé spécial Steve Witkoff, à son gendre Jared Kushner qui était présent, sa fille Ivanka, avec Anne-Charlène, 2 thèmes principaux dans le discours de Trump. D'abord, cette annonce d'un processus de paix israélo-palestinien, enfin très, très optimiste dans sa voix, et une vision, on va le citer, pacifiée d'un nouveau Moyen-Orient, en quelque sorte enrichi par la politique internationale. Quelle dimension vous a le plus frappé, vous ? Alors moi d'abord j'aimerais faire une brève observation sur la géopolitique trumpiste. On en a tous beaucoup parlé ces derniers temps, avec son savant mélange de narcissisme politique et ce sens aigu de l'efficacité qui nous amène à finalement un plan avec une véritable vue sur le Moyen-Orient à long terme. En tout cas c'est ça qu'on a un peu découvert dans le discours de ce matin. Alors moi il m'a semblé, et c'est pour faire un petit cocorico aussi, que c'était un peu aligné sur la position française, avec notamment la négociation de New York sur
le plan de reconnaissance de la Palestine. Alors évidemment pas sur ce plan-là, mais c'est vrai que dans cette reconnaissance franco-saoudienne, il y a l'idée de la co-responsabilité, faire apprendre aux uns le terme d'otage, de paix, etc. Et l'idée surtout de la négociation pacifique du conflit. Et ça me semble tout à fait intéressant de voir ça, cette idée d'une poursuite démilitarisée, commerciale de la paix. Et je trouve que ça s'inscrit un petit peu dans une voie longue dans les discours présidentiels français. Je pense à Mitterrand, je pense à Sarkozy, évidemment. Nous, c'était l'autorité palestinienne qui nous avait, on va dire, fait le point d'équilibre entre l'amitié franco-israélienne et le monde arabo-musulman. Et Donald Trump, lui, y voit une forme de mercantilisation de la relation diplomatique, mais qui peut avoir son avantage. Évidemment, le côté business est toujours présent. Et puis alors, vous vouliez aussi analyser son discours sur le plan juridique. Plan juridique, notamment, parce qu'il me semble que le plus grand fossoyeur du multilatéralisme de l'ONU pourrait s'en révéler le chantre aujourd'hui. Étant donné que si on regarde, eh bien, il y a plein de petites références, c'est truffé de relations, d'éléments de droit international, amnistie pour les membres du Hamas, respect des frontières, souveraineté israélienne qui a été plusieurs fois martelée, avec évidemment une toile de fond de multilatéralisme un peu prophétique qui est très propre aux Américains. Alors moi, il me semble intéressant de constater plusieurs points justement sur cet amour malgré lui du droit international. D'abord, l'idée qu'on veut clore la période des guerres, il parle d'une ère qui se clôt par l'idée de la paix presque commerciale, et ça je rappelle que c'est quand même le but de l'ONU et de l'OMC en 1945, donc ça c'est original. Ensuite, autre point, il nous dit il faudrait que tout le monde maintenant aime Israël, et ce point d'honneur qu'il met autour du fait de remettre Israël autour de la table des négociations, finalement du grand concert des nations, eh bien ça prouve paradoxalement son attachement au droit international. C'est ce que j'ai voulu croire. Bon, mais il y a forcément un mais. Oui, il y a deux mais. Le premier, c'est une forme d'incrédulité qu'on nourrit tous sur ce plateau, évidemment, qui est celle de la durée, on l'a dit, celle du fait qu'on sait très bien que dans un conflit qui naît presque avant la naissance de Jésus-Christ, eh bien... on n'a peut-être pas attendu l'arrivée de Donald Trump pour savoir si on allait se mettre d'accord sur un partage territorial. Et on sait très bien les processus d'Oslo, de Madrid, etc. On sait combien c'est long et difficile. Et certains cris, évidemment, des députés arabo-israéliens sur la reconnaissance nous montrent bien qu'on est encore fracturé, même au sein de la Knesset. Et puis, deuxième mais, celui du scepticisme à faire de la paix commerciale, justement, une espèce de GI malgré lui qu'est Donald Trump, contre les propres présidents antérieurs des États-Unis. Ça a été la fête à Barack Obama et Joe Biden. Et puis aussi, quand on est prêt à avoir presque les chars dans ses propres frontières, est-ce que c'est vraiment le bon storytelling ? En conclusion, je voudrais dire qu'il peut y avoir une brutalité de la paix dans certains éléments de notre histoire, et il me semble que l'histoire nous apprend justement que le passé ne permet pas toujours qu'on préfère le présent au futur. Merci beaucoup, Anne-Charlène. Que peut-on dire du rôle de Donald Trump ? On va revenir sur le détail de l'accord, mais je commence peut-être avec vous, Didier Billon. À quel point il a imposé parce qu'effectivement, il y a un point de départ qui est une initiative franco-saoudienne qui sert un peu de charpente à cet accord. Il n'y a pas eu que Donald Trump dans l'histoire. Mais à quel point son intervention a été décisive, d'après vous ? J'aimerais être convaincu par l'éditorial brillant que nous venons d'entendre. Oui. Je n'en suis pas totalement convaincu. Et j'espère avoir tort, ma foi. Parce que quand même... il y a un principe fondamental du droit international qui, pour moi, est le droit à l'autodétermination des peuples. Et cet aspect n'est absolument pas abordé dans les fameux 20 points. Très sciemment, d'ailleurs, très sciemment contourné, soyons honnêtes. Parce que quand on connaît la paternité de ces 20 points qui sont Trump et Netanyahou, on a quelques doutes sur l'amour du droit international que ces deux dirigeants peuvent avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chacun comprend qu'évidemment, ce sera un processus et que le processus va être lent. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a une histoire. Alors, l'histoire, M. Trump la manie avec quelques désinvoltures, puisqu'effectivement, il rappelle que ça date de 2000 ans. Écoutez, non. Moi, je pense que ça date de la création de l'État d'Israël, 1948. Il y a une histoire qui amène à 1948. Certes, mais ça, c'est quand même pas sur 2000 ans. Et d'ailleurs, il nous dit aussi dans le même discours, il y a juste 2 semaines, cette conférence de presse qu'il avait fait en compagnie de Netanyahou, c'était lundi, il y a 2 semaines, il nous dit, je vais régler la question du Moyen-Orient de façon éternelle. Donc,
La paix éternelle, effectivement, c'est un terme ça, qu'il c'est le emploie. premier aspect. Le deuxième aspect qui est très problématique, c'est qu'une des idées de ces 20 points, que je n'appelle pas un plan de paix, c'est beaucoup trop tôt, c'est le fait que finalement, il y aurait un comité pour la paix, avait-il dit, un comité transitoire. Et alors, rappelez-vous, il dit, mais à la demande générale, j'ai beaucoup de travail, mon agenda est plein, mais à la demande générale, je veux bien le présider. Mais on tombe de Karim Ansila parce que par ailleurs, il a beaucoup parlé aussi de Tony Blair, qui pourrait être l'exécutif de ce comité de paix, puisqu'évidemment, M. Trump ne va pas passer son temps dans les territoires palestiniens. Et le problème qu'on retrouve, c'est qu'on veut décider à la place des Palestiniens. Or, des plans de paix, des vrais plans de paix, il y en a eu de nombreux depuis plusieurs décennies. Leur problème systématique, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pu malheureusement aboutir, c'est que les principaux concernés, on les appelle pour la signature, mais qu'ils ne participent pas à la négociation. Donc il y a beaucoup de points. Mais celui-ci est fondamental. Alors là, en l'occurrence, il y a Mahmoud Abbas. On peut revenir sur la crédibilité de Mahmoud Abbas, mais il est présent à Sharm el-Sheikh ce soir. Mais on y reviendra un peu plus tard. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, mais c'est pas grave, je vais la poser aussi à Alain Dikoff et à Maya Kadra sur le rôle de Donald Trump, sur son intervention. Est-ce qu'il a, à un moment, tordu le bras de Benyamin Netanyahou quand même, ou est-ce que c'est simplement un accord de paix qui donne tout ce qu'il se souhaitait au Premier ministre israélien ? Non, évidemment, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais non, je pense qu'il a joué un rôle dans le fait que cet accord existe. Alors, il y a une raison de le penser, c'est que, grosso modo, en fait, en tous les cas, sur tout ce qui concerne la libération, la question de la démilitarisation, c'était déjà présent dans un plan qui a été présenté à Biden en septembre 2024. À l'époque, ça n'a rien donné, et une des raisons, c'est que Biden n'a pas voulu exercer de pression sur Israël, qui n'avait pas voulu de ce plan à l'époque, alors que le Hamas l'avait accepté. Parce qu'il était déjà dans une position de faiblesse, donc il avait tout intérêt à l'accepter. Et donc, si là, cette fois-ci, un plan finalement assez similaire a pu passer, c'est très clairement parce que la dimension américaine a joué. Et en effet, il a tordu le bras à Netanyahou en lui disant, en gros, voilà, le plan, c'est à prendre ou à laisser, en gros. Donc et évidemment, ils ne peuvent pas le laisser, parce qu'on a bien vu qu'il y a la dimension de lien stratégique entre Israël et Américains. Quelque part, à travers tout ça, elle saute aux yeux. C'est-à-dire que les Américains ont quelque part permis à la guerre de continuer parce qu'ils ont continué à livrer des armements, et quand ils ont sifflé la fin de la partie, c'est la fin de la partie. Et Israël ne peut rien faire, en fait, de soi-même. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Peut-être un demi-mot, parce que je crois que c'est une question importante, qui figure aussi dans le plan de paix. La dimension économique. C'est bien de parler d'économie, mais si on parle d'économie en faisant, excusez-moi de ce jeu de mots, l'économie du politique, on n'arrivera à rien. Exactement. Ça, c'est un peu l'idée de Pérez, qui date des années 90. Le nouveau Moyen-Orient se fera par l'économie, mais pas s'il n'y a pas de justice minimale à travers un processus de négociation diplomatique. Donc c'est là qu'il y a évidemment quelque chose... C'était aussi le pari des accords d'Abraham qui ont finalement été rattrapés par le 7 octobre. Oui, enfin, il y a quand même une reconnaissance politique dans les accords d'Abraham. Je dirais, c'est pas seulement l'économie, on reconnaît aussi des États. Il y a deux États qui se reconnaissent. Là, on est juste dans une sorte d'économie qui devrait par elle-même régler les problèmes. Mais non, ça ne se fera pas comme ça. Je reviens au rôle de Donald Trump et peut-être à sa relation avec Benyamin Netanyahou. Maya Kadra, il y a fait référence dans son discours devant la Knesset, là, tout à l'heure, le président américain, en disant que la négociation n'avait pas toujours été facile avec Netanyahou. Dans un clin d'œil très évident à ces relations très agitées entre les deux, entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Et ce n'était pas la première fois qu'il tord le bras à Benyamin Netanyahou. Je rappelle l'épisode très court de la guerre entre Israël et l'Iran. Donald Trump a sonné aussi la fin de la récré. Après avoir bombardé Fordow, les Israéliens, ou de toute façon, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient un plan militaire qui se poursuivait encore sur 2 ou 3 semaines en Iran, et c'est Donald Trump qui leur a dit « Bon, maintenant, on arrête, l'Iran n'a plus accès à la bombe atomique, ou bien son programme nucléaire a été neutralisé, vous arrêtez. » Et l'élément déclencheur de ce fameux plan pour Gaza, ce n'était pas tant l'initiative française ou franco-saoudienne, c'était plus la frappe israélienne à Doha. Oui, Doha, c'est vrai, il y a eu un élément déclencheur.
économique des États-Unis. Donald Trump a remercié largement son gendre Jared Kushner. Une partie de son business se passe dans les pays du Golfe et notamment au Qatar. C'était l'architecte de la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe. Et donc, il a senti que là, Benjamin Netanyahou, il dépasse quelques lignes rouges et qu'il fallait arrêter toute cette folie. Je reviens vers vous, Didier Billon, mais quand même un mot, Valérie Abékassis, sur l'accueil de Donald Trump par les familles, les Israéliens qui sont réunis sur cette place des otages depuis des mois et des années. Écoutez, c'est très étrange ce qui s'est passé sur cette place parce qu'on est à Tel Aviv, c'est plutôt une ville libérale, plutôt une ville de gauche. Et on a vu ici sur cette place vraiment l'effigie de Donald Trump adulée. Les gens étaient fous de joie et je trouve que c'est une espèce de paradoxe qui est très propre à la société israélienne. Donc l'accueil a été formidable. Je peux dire quelque chose sur l'autodétermination dont parlait un de vos camarades sur ce plateau. Mahmoud Abbas, il est à Sharm el-Sheikh. Il y aura certainement une reconnaissance de l'État palestinien. J'espère qu'ils vont en faire quelque chose. L'autodétermination de Gaza, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné le 7 octobre. Les Gazaouis ont absolument tout perdu. Ils ont misé sur les mauvais éléments. Le Hamas les a précipités dans la chute. Ça, c'était juste le petit aparté sur l'autodétermination. Donc j'espère évidemment que dans la région, il va y avoir peut-être une normalisation, comme il y a pu y avoir au 19e siècle, au début du 20e siècle, où on pouvait circuler au Liban, faire du ski en Iran, acheter des épices en Égypte. Ça, c'est fait. Vous comprenez, c'est peut-être ça, ce à quoi le peuple d'Israël a envie de croire, et on a aussi envie d'y croire, mais ce n'est pas que dans notre main. Didier Billon, un mot de réponse. Oui, enfin non, je ne veux pas répondre, je n'ai pas envie de polémiquer inutilement, puisque si le projet c'est d'aller faire du ski au Liban, il faudrait que les Israéliens arrêtent de bombarder le Liban de façon récurrente et cyclique. Mais je voulais revenir sur le rôle de Trump. Outre que je partage totalement l'analyse qui a été développée ici, il y a un aspect qui est vraiment extrêmement important. C'est que le gouvernement israélien, et y compris le Parlement israélien, était sur une ligne d'annexion des territoires palestiniens, notamment de Gaza. Or, dans le plan qui a été concocté par Trump et Netanyahou, il n'est plus question d'annexion. Ça, c'est très important. Ça, c'est une avancée, en l'occurrence positive. Mais pourquoi ? Justement parce que les Saoudiens ont clairement exprimé le fait que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et que s'il y avait annexion, alors il n'y aurait plus de poursuite des accords d'Abraham. Or, non seulement Trump a des intérêts au Qatar, effectivement, mais il en a aussi beaucoup en Arabie Saoudite. Et donc, il a bien calculé, et on revient à l'aspect mercantile de sa politique, il a bien compris que là, il ne fallait pas jouer avec cela. Donc, il a imposé le fait qu'il n'y ait plus du tout mention d'annexion. Alors, on détaille le plan de paix dans un instant avec Stéphane Duguet. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission. N'hésitez pas à vous flasher ce QR code qui va apparaître et où je serai en quelque sorte votre porte-parole. Je poserai vos questions à nos invités. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir ? Oui, pour redire en un mot que les accords d'Abraham sont mentionnés plusieurs fois dans le discours et qu'on sent vraiment que c'est la pierre angulaire de ce qui s'est passé dans le plan de paix de Donald Trump. C'est-à-dire que pour lui, c'est la poursuite d'une politique et qui justement, ce que j'ai appelé la mercantilisation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est encore dans cette idée de créer un processus d'intégration par justement cette idée de normalisation des relations internationales. Alors effectivement, et on met des guillemets à ce plan de paix, c'est ce que vous faisiez. On va détailler quand même cette feuille de route, on pourrait dire ça comme ça, qui commençait par la libération des otages et de prisonniers palestiniens en parallèle. Je propose à Stéphane Duguet de nous rejoindre, puisque on va... Rebonsoir Stéphane. On a longuement parlé des otages qui sont revenus vivants, les 20 otages revenus vivants. Le Hamas doit rendre aussi les corps des 28 otages décédés à Gaza. Oui, et ça prendra plus de temps que le retour des otages encore en vie. Thomas, le Hamas a rendu aujourd'hui le corps de 4 otages décédés à Gaza. La branche armée du mouvement islamiste a d'abord publié les 4 noms de ces otages et la Croix-Rouge s'est rendue sur place pour récupérer les corps. Et selon l'armée israélienne, 4 cercueils ont bien été remis à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, le Forum des familles en Israël, qui est la principale organisation pour la libération des otages, dit être choqué et consterné que seuls 4 corps sur les 28 soient de retour. Le plan de Donald Trump prévoit d'ailleurs que pour chaque
corps d'otages israéliens rendus par le Hamas, eh bien l'État hébreu devra en retour remettre les corps de 15 Gazaouis tués. Alors, il y a un autre point important, c'est la question de l'aide humanitaire aux Gazaouis qui doit augmenter significativement. Oui, c'est le point 7 du plan de Donald Trump, un retour de l'aide humanitaire sans entrave dans la bande de Gaza. L'accord prévoit qu'il devrait y avoir au moins autant d'aide, autant de camions que lors de la précédente trêve, c'était en janvier 2025. À cette période-là, l'ONU estime qu'il y avait 500 à 600 camions qui rentraient par jour dans l'enclave palestinienne. Après les libérations d'otages et l'augmentation de l'aide humanitaire, évidemment, il y a ces négociations sur la démilitarisation du Hamas, point très important. Oui, et le président Donald Trump a appelé les Palestiniens à rendre les armes. C'était aujourd'hui devant la Knesset, le Parlement israélien. Le choix des Palestiniens ne peut être plus clair. C'est leur chance de se détourner définitivement de la voie du terrorisme et de la violence, qui ont été extrêmes, et d'exiler les forces de la haine qui les entourent, et je pense que cela va se produire. J'ai rencontré ces derniers mois des personnes qui souhaitent ardemment que cela se produise. Après d'immenses souffrances, des morts et des épreuves, il est temps de se concentrer sur la reconstruction de leur peuple, plutôt que de tenter de détruire Israël. Nous ne voulons pas que cela se produise. Mais cette démilitarisation du Hamas sera une phase plus difficile à mettre en œuvre de ce plan de paix. C'est ce que disait un responsable du Hamas. Pour le moment, le groupe islamiste refuse le désarmement. Le plan de paix américain prévoit, en plus de la démilitarisation de l'organisation palestinienne, l'exil et l'amnistie de ses membres. D'autant qu'une autre inconnue plane sur la suite des négociations. Thomas, la mise sur pied d'un comité palestinien technocratique et apolitique pour assurer la transition. C'est ce qui est prévu au point 9 du plan de paix de Donald Trump. Ce comité serait d'ailleurs lui-même supervisé par un nouvel organe international de transition, le Conseil de la paix, qui devrait être dirigé entre autres par Donald Trump et Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Et c'est notamment de cette organisation, de cette configuration dont il sera question entre les chefs d'État réunis aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de thèmes à aborder. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Je voudrais commencer par la démilitarisation, Alain Dikov, de Gaza et le désarmement du Hamas. Donald Trump a donné le sentiment que c'était quasiment fait. En écoutant son discours, évidemment, on en est loin aujourd'hui. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait sur ce plan. Ce qui est simplement dit, c'est qu'en effet, la démilitarisation de Gaza et donc du Hamas devra s'opérer sous l'autorité de contrôleurs indépendants. Il faut déjà savoir qui. Quels seront les pays qui seront prêts à ce que des contrôleurs indépendants arrivent là, parce qu'ils prennent quand même des risques objectifs, il faut bien le reconnaître. Vous aviez parlé de l'assassinat de certains Palestiniens par le Hamas ces 2 derniers jours, accusés de collaboration entre guillemets avec Israël. Donc évidemment, c'est un environnement qui est dangereux. Donc il faudra qu'il y ait un processus quand même, à mon avis, assez compliqué à mettre en œuvre pour parvenir à cette démilitarisation. Et ce qui me paraît indispensable et pour que ça fonctionne aussi, c'est que parallèlement, il y ait un processus très clair sur le retrait progressif de l'armée israélienne. Parce que cette armée, il faut le dire, elle occupe encore 53% du territoire. Elle s'est retirée sur ce qu'on appelle la ligne jaune, mais les 53 autres % sont toujours contrôlés uniquement par elle. Donc il faudra associer les deux. Et ça va être, à mon avis, assez compliqué. C'est pas infaisable, mais ça ne pourra pas se faire de toute façon, comme déjà l'accord de cessez-le-feu n'a pas pu se faire, sans un engagement très fort de l'externe. C'est-à-dire, en l'occurrence, des États-Unis pour commencer. Donc, en effet, Trump, il faut l'encourager à persister et à ne pas jeter l'éponge comme il a un peu l'habitude de le faire. Une fois qu'il sent qu'il y a un peu trop d'obstacles, il passe à autre chose. Évidemment, s'il adopte cette attitude, nous n'irons pas très loin. Mais si, en revanche, il veut vraiment le prix Nobel, peut-être pour l'année prochaine, il peut s'y atteler, il y a du boulot, et peut-être que là, on pourra arriver à quelque chose d'un peu convaincant. Voilà, et Donald Trump, qui va toujours très très vite en besogne, affirme dans le cadre du sommet de Sharm el-Sheikh que désormais la paix règne au Moyen-Orient. Nous avons réussi ensemble, ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient, et puis on apprend aussi que l'Égypte va organiser un sommet sur la reconstruction à Gaza. Il y a quand même une accélération de l'histoire, même si effectivement cette phase de démilitarisation, Didier Billon, elle est majeure. Le Hamas, pour l'instant, refuse de livrer ses armes. Qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir en échange de ce désarmement ? Probablement une solution politique. C'est-à-dire que chacun comprend que le Hamas ne pourra
pas s'asseoir à une table de négociation. Non. Mais il y a sûrement des moyens qu'indirectement, il y soit associé. L'histoire, notamment lors de la conférence de Madrid en 1991, les Israéliens à l'époque ne voulaient pas que la délégation palestinienne, c'est-à-dire ce qu'elle est, l'OLP à l'époque, participe aux négociations. Celle-ci a participé en faisant partie de la délégation jordanienne. Alors, comparaison n'est pas raison, mais les diplomates sont des gens inventifs, et il y a sûrement des solutions pour que le Hamas, d'une façon ou d'une autre, mais pas officiellement et pas directement, puisse participer à ces jeux. Il y a une chose qui est très importante, outre qu'évidemment les pressions extérieures, je parle là sur le Hamas, sur Israël par ailleurs pour d'autres raisons, sont très importantes, et si le Hamas a accepté finalement assez rapidement, et tant mieux, de libérer les otages, c'est qu'il y a eu des pressions de pays musulmans, culturellement musulmans. Je pense bien sûr au Qatar, dont on connaît les liens avec le Hamas, et la Turquie. C'est très important. Alors ça, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. J'ai lu les déclarations du président Erdogan aujourd'hui. Il va plutôt en ce sens. C'est-à-dire qu'il est visiblement sur une ligne de pression sur le Hamas, chacun comprenant qu'il faut trouver une solution pour sortir du massacre et du génocide. Maya Kadra, le Hamas, il faut quand même le sortir de l'équation. Enfin, je vois mal qui peut accepter que le Hamas soit, soit autour de la table. On a commémoré le 7 octobre il y a quelques jours. Alors, on parle beaucoup de désarmement militaire, on oublie parfois le désarmement politique. L'idéologie même du Hamas, il faut qu'elle soit mise au banc de la logique politique même dans la bande de Gaza et en général dans les territoires palestiniens. Mais pour arriver à ce désarmement, il faut rester un peu réaliste. Je vais faire juste un petit rapprochement avec la chute du régime en Syrie. Il y a quelques cadres administratifs qui sont restés, qui ont pactisé avec le nouveau pouvoir et qui ont été recyclés et qui ont gardé des postes clés en Syrie, dans certains ministères. Et je parle vraiment des employés des ministères et de certains policiers. Donald Trump a parlé de cela très brièvement dans son avion qu'il a amené à Tel Aviv aujourd'hui. Il y a des journalistes qui lui ont posé la question, mais que faire du Hamas? Regardez ce qu'il fait dans la bande de Gaza. Elle a dit oui, je suis au courant, je leur ai donné quelques semaines pour faire leur truc. Il n'a pas été il a été très expéditif plutôt, il n'a pas vraiment expliqué son point de vue. Je ne sais même pas s'il est au courant de ce qui se passe vraiment sur les terrains dans la bande de Gaza, mais je pense que déjà, sur un plan administratif, quelques membres du Hamas, entre guillemets, civils, seront recyclés en police, dans certains postes clés de certains ministères, mais il faut que l'idéologie politique du Hamas puisse être exclue de toute solution politique. Et c'est là où ce fameux gouvernement de technocrates palestiniens, apolitique ne veut pas dire sans vision politique, mais indépendamment de la vision du Hamas et de la vision aussi du pouvoir palestinien de Mahmoud Abbas. C'est là où ce conseil-là, où ce gouvernement intérimaire pourrait peut-être jouer un rôle. Alors effectivement, ça pose cette question de la représentation palestinienne, que ce soit à Gaza ou dans un futur, même très très hypothétique encore aujourd'hui, État palestinien. C'est sur cette question qu'insistait le président français à son arrivée en Égypte ce matin. Écoutez. Sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après. Et à cet égard, le plan de paix que nous avons mis en place, les échanges qu'on a eus avec le président Abbas, à la fois le prince héritier, Premier ministre, Ben Salman et moi-même, sont des éléments importants que nous allons suivre. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir? Oui, moi, il me semble que justement, je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est qu'un comité de gouvernance technocratique et apolitique. Alors, je comprends tout à fait l'objectif et je comprends tout à fait ce que vous voyez par là. Néanmoins, il me semble qu'on ne se pose pas la question de l'après. C'est-à dire que on pourrait installer après ça dans ce comité de démilitarisation. On pourrait mélanger tout ça dans les grandes tendances que nous, les constitutionnalistes, on appelle les transitions démocratiques. Et finalement, ça pose la question notamment du retrait des États-Unis. Vous avez parlé tout à l'heure du retrait de l'armée israélienne, mais quand on voit la catastrophe qu'a été celle de l'Irak, de l'Afghanistan, on se dit finalement ces solutions importées de toutes pièces qui consistent à mettre des comités techniques, c'est évidemment une solution de transition, mais ensuite, il faut encore réussir la transition
politique après la transition technique. Et je pense que c'est vraiment là que, comme vous le disiez, on a un peu affaire à un brouillon de plan de paix de la part du président américain. Et je pense que la France a un peu perçu. Maya Kadra, un mot de réponse ensuite Didier Billon. Mao Didier, juste très rapidement en fait. La Palestine ou un État palestinien au Moyen-Orient a 100 ans de retard à peu près. Et tous les peuples du Moyen-Orient, après la chute de l'Empire ottoman, ont été administrés de cette façon. Il y avait des gouvernements soi-disant intérimaires de technocrates et surtout un mandat ou une ombrelle britannique ou française. Et c'est ce qui a permis la transition. Les Palestiniens n'ont jamais vraiment bénéficié de cela. Il n'y a jamais eu de déclaration d'indépendance qui a abouti à la formation d'un État avec des frontières claires. Et donc, pour rattraper ce retard, peut-être, le président Trump, pour moi, peut-être qu'il ne s'est pas inspiré de comment l'architecture de la région était faite après la chute de l'Empire ottoman, mais ça correspond exactement à l'architecture qu'on avait au début du XXe siècle, après la chute de l'Empire. Alors, tout le monde veut intervenir. Didier Billon pour commencer, Alain Dikoff ensuite, et ensuite je reviendrai vers Valérie Abécassis. Alors, très rapidement, le président Macron évoque la nécessité de discuter et de négocier avec Mahmoud Abbas. Très bien, mais nous savons, pour le meilleur et le pire, que Mahmoud Abbas est totalement démonétisé à l'égard de sa population, de sa propre population, pour des raisons déjà démographiques, c'est tout bête à dire, mais je crois que l'âge médian de la population palestinienne, c'est 26 ou 27 ans. Mahmoud Abbas et ceux qui l'entourent ont plutôt 85, 90 ans. Et donc, il y a un problème de compréhension. Deuxième chose, nous savons très bien que pour que le processus puisse avancer, il faut que les négociateurs aient la confiance du peuple palestinien. Or, ceux qui peuvent avoir la confiance du peuple palestinien, on sait où ils se trouvent, ils sont dans les prisons. Il y a un problème. Et ce qui m'inquiète, et j'arrête là, c'est que certains dirigeants israéliens ont clairement dit, il y a 3 jours, que Marwan Barghouti, c'est le nom symbolique qui revient, il resterait en prison. Pour combien de temps? On verra bien. Question d'Amir, Saint-Germain-en-Laye. Comment peut-on croire que le plan américain va vers une paix durable alors qu'il n'aborde même pas la question de la Cisjordanie et du futur État palestinien? Alain Dikoff, votre avis? Évidemment, ça c'est un maillon faible de ce processus, plus que d'un plan en tant que tel. C'est qu'il fait complètement l'impasse sur la Cisjordanie. Ce qui est un peu compréhensible aussi, parce que... C'est déjà compliqué de régler la question de Gaza. Il essaye de régler ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est-à-dire la question de Gaza, de trouver une solution pour sortir de cela. Mais je pense que dans les perspectives, évidemment, la question de la colonisation va se poser. Et il ne peut pas y avoir d'État palestinien sans Cisjordanie. En même temps, on comprend très bien que ça ne figure pas aujourd'hui dans le plan, aussi parce que si on voulait avoir entraîné Netanyahou dans cette affaire, il est très clair qu'on ne pouvait pas aborder cette question, puisque lui, il a dit très clairement qu'il était contre un État palestinien et que donc la Cisjordanie, pour lui, ça fait partie de la terre d'Israël. Donc c'est évident. Moi, je voudrais peut-être dire... Donc 10 secondes. Voilà. Non, je pense simplement que la question du comité technique, je peux comprendre pourquoi, mais en même temps, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a l'air de revenir un petit peu à un système des mandats qui a quand même été aboli après la Deuxième Guerre mondiale. Le symbole d'un Britannique à la tête de ce comité, effectivement, on aurait pu trouver mieux. Merci beaucoup, merci à tous. Pardon à Valérie Abécassis, j'ai plus le temps, je n'avais pas vu le temps filer de vous redonner la parole. Merci beaucoup d'avoir... Oui, je m'en doute, mais voilà, l'émission est terminée. Je vais rappeler très vite les titres de vos livres. Didier Billon, Géopolitique des mondes arabes aux éditions Erol. Alain Dikoff, il y a Israël, Palestine, guerre sans fin, ou alors un nouveau, il est là, Radicalité religieuse au cœur d'une mutation mondiale, c'est chez Albin Michel. Et donc Valérie Abécassis, Place des otages aux éditions du CERF. Merci encore d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h, et notez que François Patria, le président du groupe Renaissance au Sénat, sera l'invité de la matinale demain.